Meurtre au Grand Sasso par Éric Simon. Chapitre 10. Charlie, il faut que je te dise un truc. Pascali, le gars du labo qui nous a fait rentrer, il s'est foutu en l'air. Il s'est volontairement planté dans un arbre à pleine vitesse, le con. Mais il est encore vivant, dans le coma apparemment. C'est un truc de fou. Il a dit quelque chose au FBI. Bah, j'en sais rien, justement. Ce que je sais, c'est que le mec qui enquête ici, Hooper, il a rappliqué immédiatement, dès le matin où on a appris l'accident. Ils ont scellé son bureau. C'est plutôt bizarre, non? Ah, c'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon, non. Tu crois qu'il aurait pu leur parler? Bah, on ne sait, on n'est jamais sûr avec des mecs comme ça. Et tu me dis qu'il est dans le coma? Si jamais il leur avait encore rien dit, et si jamais il se réveillait, tu sais ce qu'il faudrait faire? Ouais, je sais, ouais. Je m'en occuperai, ouais. Je vais d'abord aller vérifier à l'hosto son état exact, discretos. Ouais, et tu me tiendras au courant, hein, putain, mais pourquoi ils auraient scellé son bureau s'ils n'avaient pas parlé? Franchement, j'avais des gros doutes sur le gars quand tu me l'avais proposé. Hein. Un mec accro au jeu qu'on ne tient que par le fric, fallait se méfier. Hein. Moi, je crois pas qu'il ait parlé. Hein. Je serais déjà cuit sinon. Bah, peut-être. Ou alors le FBI est en train de te pister et attend le bon moment. C'est quoi ce bruit qu'on entend derrière toi là? Ah, c'est rien, je suis dans la cabine de la gare. Il y a des travaux à côté. Ouais, je te rappelle qu'il n'y a que 2 cabines dans ce bled. Ouais, je sais, c'est pénible, mais bon, ouais, c'est notre seul moyen. Tu sais bien qu'ils peuvent tout écouter, les sagouins. Ouais, je sais. Bon, à part surveiller, s'ils se réveillent, je fais quoi, moi? Est-ce que tu as revu la fille avec le mec du FBI? Non, pas depuis l'autre soir au bar, mais je garde un œil sur elle, hein, t'inquiète pas. Au fait, tu as mis la moto en lieu sûr, là où je t'avais dit? Affirmatif, personne peut la trouver, je te rassure. Quand je pense que je me suis tapé au moins 10 kilomètres à pied, pourquoi tu voulais absolument la garder, cette meule? Ben, je préfère, et c'est tout, quoi. Elle pourrait encore servir. Bon, et puis, un peu de marche, c'est bon pour ta ligne, hein, mon cher Georgie. Ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, compte pas sur moi pour aller la rechercher là-bas à pied, hein. Tu m'y emmèneras si t'en as besoin. Tu es retourné au centre de l'institut depuis l'autre jour? Ouais, dès que j'ai appris que Pascali s'était planté ce matin, par mon canal spécial, tu vois, j'y suis allé discretos pour vérifier son bureau. Mais c'était fermé et je pouvais pas défoncer la porte, alors je me suis vite barré. Hein. La porte de secours du sous-sol est toujours accessible? Ouais, c'est lui qui l'avait débloqué, tu sais. Bon, il faudrait y retourner peut-être la nuit. C'est pas un scellé qui va nous faire peur quand même. En prenant des précautions, on craint rien. Tu préfères que je le fasse? Ouais, si tu peux ce soir, ouais. Occupe-toi d'abord du Pascali et moi je vais surveiller ce que fait la fille avec le FBI. Ok, ça marche. Géorgie Ganev faisait partie de ces voyous qui préféraient travailler entre amis plutôt que d'intégrer l'organisation. Quand Victor, alias Charlie, avait accepté de participer à ce coup tordu plutôt bizarre, il avait essayé de réfléchir aux risques qu'il devait prendre. C'était une opération particulière. Il avait fallu s'infiltrer dans un laboratoire situé sous la montagne pour liquider un type qui bossait là et lui dérober une clé USB. Géorgie et Victor agissaient uniquement sur commande et se faisaient payer la moitié à l'avance et l'autre moitié après. Cette fois-ci, Victor avait tiré le meilleur rôle. C'est lui qui avait emmené Géorgie jusqu'à l'entrée du laboratoire dans le tunnel, puis était venu le rechercher à l'heure dite. Géorgie avait fait la sale besogne. Ça avait été assez facile de trouver le moyen d'entrer dans cet endroit sécurisé. Le type du labo avec la tête la plus patibulaire avait été facile à repérer et à suivre jusqu'au tripot du coin. Il se ruinait au poker et malgré ça, il y retournait toujours. Georgie n'avait pas eu trop de mal à lui prêter quelques centaines d'euros pour commencer, puis de plus en plus. Une technique de manipulation très sommaire, mais qui marchait toujours bien avec les gens accros au jeu. Georgie n'avait plus eu qu'à attendre un peu que ce soit Paolo Pascali qui vienne vers lui pour lui demander une avance, et il avait juste fallu se faire un peu désirer, puis on était passé à la phase d'après. Il acceptait de lui donner de l'argent, mais en échange d'un petit service. Une fois ce petit service rendu et une somme confortable donnée, Pascali était mûr. Georgie était passé à leur objectif principal, entrer discrètement au laboratoire souterrain.
Pascali leur avait fourni les renseignements sur le système d'accès, puis Victor avait fait faire rapidement le logiciel par ses réseaux. Il ne restait plus qu'à choisir la date adéquate. Tout s'était déroulé comme prévu, sans retard sur le planning prévu au départ par le commanditaire. Hooper était retourné à l'hôpital en compagnie de Castelli et d'une jeune inspectrice qui venait tout juste de rejoindre le commissariat de l'Aquila. Le neurologue leur avait demandé de passer pour leur donner des précisions sur l'état de Pascali. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Ils avaient croisé la femme de Pascali en arrivant à l'étage, et son visage montrait qu'elle venait sans doute d'apprendre ce qu'ils allaient entendre de la bouche du spécialiste. Le traumatisme crânien était si important que les fonctions cognitives du cerveau étaient définitivement atteintes. En d'autres termes, le cerveau ne fonctionnait plus. Il serait impossible d'espérer obtenir des informations de lui par quelque moyen que ce soit. Il était en état de mort cérébrale. Sur la proposition de Hooper, la jeune inspectrice, Alessandra Calzolari, prit très vite congé pour essayer de rattraper la femme de Pascali. Il fallait qu'ils en apprennent plus sur la vie de Pascali. Ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour le faire, mais le temps pressait. Elle la retrouva à son domicile, venant juste d'arriver de l'hôpital. Elle était encore sous le choc de l'annonce du chirurgien. Cela fait 2 ans que Paolo joue au poker. Il a dilapidé toutes nos économies. Je ne sais plus quoi faire. Des fois, il rentrait à la maison super joyeux, avec un gros paquet d'argent, mais le plus souvent, il faisait grise mine, et je comprenais qu'il avait encore perdu au jeu. J'ai essayé tellement de fois de lui faire retrouver la raison, mais rien n'y a fait. Il n'a jamais pu arrêter de jouer. Est-ce que vous connaissez les gens avec qui il jouait ? Non, il ne m'en parlait pas. Je sais juste que c'était toujours à peu près les mêmes. Il les appelait les loustiques. Une fois qu'on se criait dessus, il m'avait même dit qu'au moins pendant qu'il jouait aux cartes, il ne picolait pas. Vous voyez où on en est aujourd'hui ? Je me demande si je n'aurais pas préféré vivre avec un alcoolique. Ne dites pas ça, Madame Pascali. Vivre avec un alcoolique est absolument terrible. Savez-vous si votre mari a contracté des dettes auprès de certaines personnes ? J'en ai pas la moindre idée. Si jamais vous êtes contacté par quelqu'un qui réclamerait de se faire rembourser une dette, ne payez surtout pas et contactez-nous tout de suite, d'accord ? D'accord. Vous savez, il avait fait un contrat d'assurance vie auprès de notre banque. Je suis sûr qu'il a voulu en finir pour moi. John était rentré à Batavia pour quelques semaines. Christina restait seule avec Peter pour travailler sur le purificateur isotopique. D'autres membres de Xenomil étaient arrivés depuis quelques jours, 2 physiciens allemands et un ingénieur portugais qui travaillaient sur le cryostat. Christina était à l'étage dans l'Algeco en train d'analyser les résultats d'échantillons de tests dans lesquels ils avaient volontairement injecté du radon pour évaluer l'efficacité de la purification par courant gazeux. Il était 19h15 quand Christina, en repensant à la liste qu'elle avait faite le matin pour savoir qui avait voulu entrer dans le bureau de Pascali, eut comme une révélation. Le courant d'air ! Pourquoi il y avait un courant d'air dans le couloir du sous-sol ? La porte de secours devait être ouverte. Elle sortit immédiatement de l'Algeco et descendit rejoindre Peter. Elle lui lança « J'ai une urgence, je dois partir tout de suite. Tu pourras rentrer avec les autres ?»« Rien de grave, hein, j'espère, » répondit Peter. « Non, t'inquiète pas. Pas de problème, je rentrerai avec Antonio, ils partent vers 20h. Super, peut-être à demain si on se revoit pas ce soir. » Puis Christina remit son casque de sécurité pour rejoindre au pas de course la sortie du laboratoire. Elle arriva au niveau du parking du centre vers 19h50. Il faisait déjà nuit. Elle se précipita aussitôt au sous-sol du bâtiment en prenant l'escalier. En passant devant le bureau de Pascali, Christina vérifia que les scellés qui avaient été posés le matin même étaient toujours bien en place, puis se dirigea rapidement vers le fond du couloir. Le bureau des stagiaires était vide. La salle de mesure de spectrométrie était allumée. Elle y jeta un œil et ne vit rien d'autre que les châteaux de briques de plomb qui abritaient les précieux détecteurs au germanium qui comptaient probablement des échantillons pour toute la nuit. Il n'y avait a priori aucune raison pour que l'éclairage soit maintenu dans cette pièce, mais elle n'éteignit pas en pensant qu'il y avait peut-être une bonne raison après tout. Elle arriva enfin au niveau de la porte de secours qui se trouvait dans une sorte de renfoncement au bout du couloir et qui n'était ainsi pas située dans son prolongement. C'était exactement ce qu'elle avait compris.
La porte était entr'ouverte. Une petite brique de plomb bloquait sa fermeture au niveau du sol. Ce n'était certainement pas quelqu'un du centre qui était venu ce matin. Quelqu'un de l'extérieur pouvait entrer comme il voulait dans le bâtiment par cette porte. Christina appela Hooper. « Tom, je viens de découvrir une chose importante, je crois. La porte de secours du sous-sol du centre est maintenue ouverte volontairement par une brique de plomb. N'importe qui peut entrer. C'est certainement quelqu'un de l'extérieur qui est venu ce matin. » « C'est une porte à barre anti-panique ? » ?»« Ouais, c'est ça. Et une demi-brique est mise en bas. De l'extérieur, il suffit juste de tirer à la porte pour entrer. Je comprends pas comment le gardien de nuit n'a pas vu ça. » « N'y touche surtout pas, je viens tout de suite, il faut relever les empreintes. Il est probable que l'individu essaye de venir à nouveau. C'est une occasion en or pour nous. »« Pour le piéger ?» s'exclama Christina. « Mais oui, bien sûr. As-tu vu si les scellés sur le bureau sont toujours bien là ?»« Oui, en passant devant, j'ai regardé, tout est en ordre. »« Bon, je vais te demander de bien vouloir rester là où tu es, le temps que j'arrive. Si jamais tu vois quelqu'un qui s'approche pour entrer, préviens-moi immédiatement, juste en appelant mon numéro, sans parler. Et surtout, si ça arrive, essaye de voir le visage de l'individu. Ne te montre surtout pas, sois extrêmement discrète. Ça ira ? Tu te sens capable d'affronter cette situation si elle se présente ? Oui, je peux le faire, oui. Je vais me cacher dans le bureau des stagiaires. De là, je pourrai voir si quelqu'un entre dans le couloir. Très bien. Je te rappelle dès que nous sommes arrivés au centre, mets-toi en vibreur. Aussitôt après avoir raccroché, Christina se dirigea vers le bureau sombre des stagiaires qui se trouvait à mi-chemin entre le bureau de Pascali et la salle de mesure de spectrométrie gamma. Elle prit le fauteuil de la petite Chiara et s'installa dans le coin de la pièce de manière à avoir le plus grand champ de vue à travers l'ouverture de la porte sur le couloir, en direction de la salle de mesure et du fond du couloir. L'éclairage de la salle de mesure était le bienvenu. Il produisait suffisamment de lumière dans tout le couloir pour que Christina puisse distinguer un visage si jamais quelqu'un venait à passer dans le couloir. Christina afficha le numéro de Hooper sur son téléphone, après l'avoir mis en mode silencieux, prête à appuyer sur le petit téléphone vert. Les minutes s'égrenaient maintenant avec une lenteur peu commune. Christina restait figée comme le matin à quelques mètres de là. Elle évitait de faire le moindre bruit en restant à l'affût du moindre bruit suspect. Elle sentait très nettement les battements de son cœur dans sa poitrine. Cela lui rappelait le stress qu'elle avait connu lorsqu'elle avait soutenu sa thèse de doctorat quelques années plus tôt. L'adrénaline augmentait le rythme cardiaque et donnait le souffle court. Mais elle donnait également des ailes.